Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits. Moi c'est Estelle et aujourd'hui on part en vadrouille puisque je vous emmène au Ch'ti Bazar, salon laineux dans le Nord. On va aller faire des petites interviews, poser des petites questions à celles et ceux qui tiennent les stands pour découvrir un petit peu le travail des teinturières, des créatrices, des patrons. Donc voilà, on va aller embêter un petit peu tout ce beau monde pour cet épisode un petit peu spécial. Et on commence avec celle par qui tout a commencé justement, Lolita derrière la marque Loli l'a fait et Mélanie des box de tricot et crochet du fil à retordre. Elles ont créé le Ch'ti Bazar dont c'était la 3e édition, c'est 13 et 14 avril. Et à mi-chemin de ce week-end ultra chargé, la pression redescend. Non, on est soulagé. Ouais. En fait, on a le pic de stress le vendredi soir. On dort très mal le vendredi soir parce qu'on a installé et tout, donc on est déjà dedans, mais on attend d'avoir les retours des gens en fait et de voir ce festival vivre parce que c'est ça qu'on veut. Et à partir du moment où on ouvre la porte le samedi, moi à chaque fois c'est descente de stress. Ouais. Et on a toujours ce truc où avant que les gens n'arrivent, on se dit imagine il y a personne, tu vois. Et c'est toujours et c'est toujours le soulagement du coup au moment d'ouvrir la porte parce qu'il y a toujours un peu la queue. Là ça redescend et là on est bien. Ouais. C'est la 3e édition. Ouais. Est-ce que, c'est la première édition d'été, mais la 3e édition en tout. Oui. Est-ce que maintenant du coup vous êtes rodé de chez rodé? Il y a des choses sur lesquelles où on sait comment ça se passe et on arrive à se roder. Et il y a toujours des améliorations qu'on peut faire. Et là encore, tout à l'heure, on s'est fait un petit point à mi-parcours, entre guillemets, en disant OK, pour novembre, il faut qu'on améliore ça. Donc, il y a toujours des petits trucs qu'on peut faire mieux. Mais on commence à être pas mal rodé. On commence à être bien, Donc, ce sera de mieux en mieux à chaque édition. Ouais. Et rendez-vous dans 10 ans, je vais te dire que ça va être incroyable. Alors, pourquoi ça vous est venu en fait de monter ça et comment vous vous êtes dit allez, on donne tout et c'est un projet fou quand même. Ouais. On pensait pas qu'il y aurait cette ampleur-là déjà de base quand on l'a imaginé. Pour la première, ouais. En fait, il y avait pas à l'époque quand on a commencé à en parler, avant le Covid, il y avait 0 festival dans le nord de la France, il y avait rien du tout. Et on se disait que c'était hyper dommage. Et comme nous, on avait chacune nos marques aussi, on avait envie de pouvoir avoir un festival à côté. Et puis faire ça dans le Nord. Faire ça dans le Nord. Pour les Belges aussi, parce que tu vois, il y a quand même beaucoup. Nous, on a toutes les deux beaucoup de clientes belges et c'est compliqué pour elles de commander sur les sites internet et tout avec les frais de port. Donc, on s'était dit c'est super chouette de faire un truc dans le Nord. Et puis surtout, dès le début, nous, on voulait un truc. C'était clair depuis le début qu'on voulait pas faire un marché de laine. On voulait pas faire juste un salon où les gens viennent et achètent. On voulait que ce soit un univers complet, un truc super convivial. Mais c'est réussi parce que en effet, il y a non seulement des animations, une soirée tricot, c'est un lieu de rendez-vous en fait. Ouais. Nous, on est trop heureuses quand on voit les gens se mettre à bobiner leur laine, s'asseoir à côté, tricoter, se reconnaître. On a parlé ensemble sur Instagram, on se voit enfin dans la vraie vie. Enfin, c'est génial, quoi. Pour la soirée tricot. Ouais. Est-ce que vous trouvez le temps, là, d'aller quand même craquer sur les autres stands? T'as craqué, ça ou pas? Non, j'ai pas craqué. Mais en fait, c'est même pas que on pourrait avoir le temps de le faire, mais je sais que ça va encore rester quelques... Parce que t'auras pas le temps de on n'aura pas le temps de s'en occuper en fait, mais c'est pas l'envie qui me manque. Moi j'ai craqué. Clairement. Mais j'ai acheté des patrons de couture. Chez Atelier Bernie et j'ai craqué complet. Puis en fait depuis quelques semaines on est très fatigué avec l'organisation du festival et ça fait quelques temps que je dis après le festival je me prends une semaine off. Et donc dans ma tête ça s'est transformé en une semaine off. Donc, du temps pour coudre. Donc, je peux m'acheter des patrons de couture. Voilà. Donc, moi, je me tenterais bien quand même pour un peu de broderie. Ouais. Il y a des choses assez sympas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de convergence des passions et que quand on met le nez dans le tricot, on va aller faire du crochet, de la broderie Un peu, ouais. Et là, on l'a vu avec les ateliers parce que c'était surtout des ateliers d'initiation à des nouveaux DIY. Et c'est surtout ces ateliers-là qui ont été vite réservés en fait. Découvrir la broderie japonaise, du feutrage à l'aiguille, tout ça, c'est des ateliers qui ont été pris d'assaut assez vite. Et du coup, je pense que quand on aime le fil en règle générale, c'est tous les arts du fil. Et
On a envie au moins d'essayer. Oui, c'est ça. Ouais. Et les arts du fil est en effet fièrement représentés ce week-end. On part donc à la découverte des processus créatifs de tous ces talents avec Morgane qui se cache derrière Renarde endormie, son univers automnal et ses modèles de chaussettes en jacquard. Comment on crée sa première chaussette? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et ben en réalité, tout le monde peut créer, il faut juste oser. Moi, c'est vrai que j'avais un rêve, c'était de faire du jacquard. C'était mon objectif, j'avais très peur de jamais en faire. Puis en sautant le pas, je me suis rendu compte que c'était faisable. Et l'avantage des chaussettes, c'est que c'est rapide à tricoter. Donc on voit rapidement la grille prendre forme. On peut les collectionner et décliner autour de toutes les saisons. Donc c'était un moyen de me faire vraiment plaisir et de tester aussi toutes les laines que j'avais entassées et de leur donner une utilité à l'atelier. Donc pour moi, c'était le plus simple. Et après, de créer, c'est juste d'avoir une idée en tête, de lui donner forme. Moi, je commence par un dessin sur le même principe que le pixel art. Et puis après, je le tente en tricotant. Et des fois, il y a des ratés. Il y a quasiment que des ratés. Je pense honnêtement que sur mon ordinateur, je dois avoir 300 grilles. Et au final, il y en a qu'une vingtaine qui sont sorties. Donc, des fois, c'est le dessin qui fonctionne pas, puisqu'on passe d'un dessin géométrique, des petits carrés remplis, à un dessin qui va être en V, donc on perd en précision. Et puis, quand on dessine, on a une liberté, mais au final, avec le jacquard, dès qu'on passe à plus de 2 couleurs sur un rang, ou au croisement de fil, en fait, ça rend tout plus difficile. Donc, en fait, on a des contraintes énormes. Et puis, des fois, ça tient tout simplement aux nuances de couleurs qui fonctionnent pas, on trouve pas le bon mélange. Et des fois, c'est juste que ça veut pas. C'est pas le bon moment, je pense. Moi, je sais que généralement, j'arrive pas à créer en dehors des saisons. Donc là, faire un modèle à l'avance de l'automne, j'en serais incapable. Donc, par contre, quand c'est l'automne, je m'en prévois plein d'avance. Comme ça, je sais que pour l'automne prochain, je pourrais dès septembre commencer à tricoter ces modèles-là. Est-ce que ça t'arrive de créer un modèle que tu n'as pas forcément envie de vendre, juste pour toi ou Ben moi, j'ai le tricot très égoïste. Toute ma boutique, je pense que ma marque, c'est tout pour moi. Hein. Honnêtement, tout ce que j'ai créé, c'était parce que je les veux pour moi. Donc, je crois que c'est très auto-centré quand même au final. Parce que j'utilise tous mes produits et c'est ça, je me dis, bon, si ça me plaît, peut-être que ça plaira à quelqu'un d'autre. Mais les modèles sont vraiment... très centré sur mes goûts, sur mes couleurs aussi, mes nuances. Je suis désolée pour les gens qui aiment les autres types même les autres saisons, c'est pas forcément très représenté. Créer avant tout ce qu'on aime, eh bien c'est également le processus d'Éline. Elle est derrière la marque de teinture Hélène. Ouais, on travaille un peu souvent les couleurs qu'on aime et moi je suis plutôt effectivement des couleurs plutôt douces, plutôt poétiques, avec des inspirations assez naturelles. Il y a pas mal de noms de fleurs, de noms de paysages. Et oui, mais je suis pas très... Alors, à la fois, ça témoigne d'un goût, mais aussi d'un choix que j'ai fait pour l'entreprise de travailler avec des colorants écologiques. Donc, forcément, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Par exemple, les coloris fluo ou les choses très, très intenses. À la fois, c'est pas mon goût et je travaille avec des choses qui ne me permettent pas de le faire. Je travaille aussi beaucoup avec des laines non superwash. C'est des laines qui sont un peu plus difficiles à teindre, qui absorbent moins bien la couleur. Et donc forcément, on a des rendus beaucoup plus doux. Alors travailler ses goûts ou travailler les couleurs qui plaisent. Audrey, qui a créé Teinture Lurée il y a 6 ans, y est aussi confrontée. Et oui, t'as forcément des classiques, des coloris que tout le monde te réclame et que tu fais régulièrement. Mais après, moi, je les fais tourner selon mes envies aussi, quoi. Et est-ce que tu sais qu'il y a un coloris qui plaît plus qu'un autre, un coloris qui se démarque? En ce moment, c'est le Viva la Vida. Celui-là. En ce moment, c'est celui qui marche le mieux, le plus. Dans une base particulière ou dans toutes les bases? C'est quoi ton coup de cœur au niveau des couleurs à toi, tes goûts personnels, ton incontournable? En choisir un, c'est compliqué parce que après, tu vois, c'est par période, quoi. Tu vois, mais non, on va dire lui. Une petite couleur un peu rouille. On peut dire ça, Et il s'appelle comment, lui? Another Brick in the Wall. C'est une de mes premières couleurs. Donc, du coup, il est sentimental aussi. C'est ça aussi, Quand j'ai sorti les cornets de laine, une des premières couleurs que j'ai faites, je l'ai teint avec mon petit garçon. J'en ai gardé un. C'est pas du tout ma gamme de couleurs, mais j'en ai gardé un, tu vois. Est-ce que, alors on va pas pointer du doigt, mais est-ce qu'il y a des couleurs que t'aimes pas trop, mais tu te forces un peu à les faire parce que tu sais que ça va marcher? Moi, je suis pas rose. Pas du tout. Et tu viens de dire que c'est le coloris un petit peu qui marche en ce moment. Et paradoxalement, c'est la gamme de couleurs que je travaille le plus.
Mais même pas, je me force même pas, tu vois. Oui. C'est une des gammes de couleurs que je travaille le plus, où je passe le plus de temps à développer, parce que c'est pas mon truc, tu vois, pour trouver le bon rose, machin. Trouver les bonnes couleurs, les bons dosages, ce travail de chimiste, eh bien Frédérique s'y est mise il y a quelques mois. Elle vient juste de monter la marque Inès Grignard. Comment tu t'es dit, je vais devenir teinturière? Comment on tombe dedans? Alors, j'avais déjà un petit peu l'idée, et puis comme beaucoup, j'avais des laines industrielles, un coloris neutre qui me plaisait pas, mais ça m'embêtait, je voulais pas le gâcher, etc. Je vais essayer de le teindre, et comme je fais pas les choses à moitié, plutôt qu'essayer avec les colorants alimentaires, je me suis renseignée à fond, sachant qu'aussi, je cherchais à remonter une entreprise. J'étais déjà dans le e-commerce avant. Donc voilà. J'ai essayé, j'ai adoré, et super vite, en un mois, j'ai monté la boîte. Ah oui. Et j'ai fait mon nuancier. Surtout le mois d'août, et au mois de septembre, le site était lancé. D'accord. Et alors comment on prend des cours? Comment sur internet? Ouais, c'est super expérimental. Et puis j'ai cherché quelques vidéos sur YouTube, surtout chez les Américaines. Et puis après, tu testes en fait. Voilà, je pense qu'on a chacun sa petite touche. Pas essayer de trop s'influencer chez les autres, mais c'est vraiment hyper expérimental. Ça a été dur au début, beaucoup de ratés? Non, beaucoup de feeling. Beaucoup de feeling au début. Et puis après, c'est plus tu fais, plus tu mets au point tes recettes, plus il y a de moins en moins de ratés. Ouais, c'est ça. Et du coup, des recettes très précises, parce que pour reproduire à chaque fois les mêmes coloris, on est c'est ça dingue, quoi. Balance de précision, un peu de chimie. Et est-ce que des fois tu vois que allez, c'est pas exactement la même chose, je recommence, ou? En fait, moi, si je vois que j'ai une grosse différence, je les mets pas sous le nom du coloris. Je les passe en moi, ce que j'appelle le hasard des marmites, des non reproductibles, et puis voilà. Ok. Donc, tu as une idée de départ, ou alors justement tu mets les mains dedans, j'ai envie de dire? Alors, par rapport à mon coloris du mois, j'ai l'idée par exemple des couleurs. Comme là, je savais, je voulais du vert, du rose. Les idées me viennent rapidement, on manque pas d'idées. Et hop, j'envoie, puis c'est bon. En général, en one shot, c'est bon. Bon, au début, il y a eu des ratés, mais là, ça va assez vite, quoi. Je suis satisfaite. Pour reproduire à chaque fois les coloris, est-ce que tu justement t'y arrives? C'est difficile d'à chaque fois avoir la même chose, ou Alors, je note tout, je suis très méticuleuse. Tu dois noter ta recette justement pour se faciliter les choses sur les fois d'après. Je note tout vraiment bien. J'ai amélioré ma technique pour me faciliter la vie à moi aussi. Voilà, je note tout, pas essayer de passer trop de temps dessus, parce que ça prend un temps de fou de teindre. C'est très physique. Voilà, donc tout est noté méticuleusement pour tout reproduire à l'identique. Et pour me faciliter la vie aussi, si je dois recommencer un coloris plusieurs mois après, qu'il soit fait à l'identique. Ok. Tu imagines une couleur, ou tu fais des tests? Alors, il y a un peu différentes manières de procéder. Quand j'ai commencé au tout début, j'y allais un peu au hasard. Voilà, je faisais des mélanges, je trempais, et puis je voyais ce que ça donnait. De là, j'ai sélectionné les coloris que j'aimais. J'ai éliminé ceux que j'aimais pas. Et après, en fait, il y a plein de manières de travailler. Il m'arrive parfois de prendre un coloris et de décliner son intensité, donc de faire soit plus clair, soit plus foncé pour créer une gamme. Parfois, j'ai une idée en tête et je vais faire 1 essai, 2 essais, 3 essais, 10 essais. Voilà. Des fois, il y a au hasard. Du premier coup, ça va me donner pas forcément quelque chose que j'attendais, mais quelque chose qui me plaît et donc que je vais conserver. Et puis, voilà, moi j'ai commencé surtout avec des coloris unis, et puis après je suis passée aux coloris panachés. Et là, mon processus, c'est je teins sur des kits à chaussettes, donc sur des petits écheveaux. Et après, je vois comment c'est reçu, si ça me plaît à moi. Et après, c'est des coloris que je vais basculer dans le catalogue permanent et que je vais décliner ensuite sur d'autres bases. Le coloris prend de la même manière sur toutes les bases? T'as énormément de différences, rien qu'en fait la laine naturellement. Si tu prends une laine où il y a du yak, elle est naturellement grise. Ton coloris, le plus flagrant, c'est ça. Ah oui, il y en a un vert et un jaune, quoi. Un moutarde et parce que en fait, mon teint, tu vois, il est là-bas dans le coin.
il est gris clair. Et en fait, c'est plus flagrant, c'est ça. Ou quand tu pars sur du tencel. Donc ça, c'est les mêmes coloris. C'est la même couleur, c'est la même recette. Ah, c'est fou, hein. Ouais. C'est magique. Ouais, c'est marrant. Et ça fait d'autres coloris avec la même recette. C'est ça. C'est la même recette de base, sauf qu'on n'est pas sur la même composition, et donc du coup, on a un rendu totalement différent. Justement, en parlant des bases, je trouve que tu en as pas mal dans ton répertoire. Comment tu les choisis comment ça se passe? Alors, mes bases, elles ont beaucoup évolué. Quand j'ai commencé, moi, je ne connaissais quasiment que le mérino, que le mérino superwash. Donc, moi, j'ai commencé là-dessus sur des déclinaisons. Et puis après, à force d'avoir envie d'essayer de nouvelles choses, de regarder, de tricoter aussi des choses que je connaissais pas, j'ai eu envie de me diriger vers des choses plus naturelles. Parce que, en fait, la laine naturelle, elle est plus chaude, plus gonflante, plus douce. Elle vieillit mieux que de la laine traitée. Et voilà. Dès le départ, j'avais fait le choix d'utiliser des pigments qui étaient certifiés éco-responsables. Et donc, du coup, à un moment, ça devenait logique d'avoir des laines qui étaient aussi le moins traitées possible. Et finalement, dans les bases que j'avais, j'ai gardé toutes celles qui étaient non superwash. Aujourd'hui, il y a 2 exceptions à ces laines non superwash, qui est le mérino nylon et le mérino soie et yak. Voilà. Le mérino nylon, c'est quand même une laine auquel les gens sont très attachés. Donc c'est pour ça que je l'ai pas supprimée. Il y a encore des croyances qu'on la vie dure, par exemple le fait qu'on puisse pas faire de chaussettes sans nylon, alors qu'en vrai on peut. Et la chaussette va pas spécialement... Avec du mérino pur, du coup, Voilà. Soit avec du mérino superwash, soit avec du mérino non superwash. Voilà, ça feutre au point de contact, mais finalement, ça se comporte un peu comme le mérino nylon. Nous, on va avoir une chaussette qui va être plus douce, plus chaude, plus gonflante et plus agréable à porter. À chaque salon, je dis aux gens, non, mais on peut faire de la chaussette sans nylon. Regardez, ça donne ça, c'est possible. Et voilà. Alors, il y a des gens qui se laissent convaincre, d'autres non. Et il y en a d'autres qui sont réticents. Et voilà. Mais après, il faut du temps pour faire le chemin. En parlant de laine naturelle, direction le centre de la France avec Cathy. Cathy et sa ferme du Beau, un élevage de moutons Hampshire Downs. Le projet est né avec cette idée d'abord faire un fil de cette laine, plein de belles laines avec différentes qualités, certaines qui sont très fines, qui servent beaucoup pour faire le fil. Sinon, des laines qui sont très gonflantes, élastiques, pour faire des nappes pour la literie, pour les oreillers par exemple, les matelas. Et puis d'autres laines encore qui servent pour faire du feutre. Essayer de faire en sorte que toute la toison soit valorisée. Je m'occupe de la teinture. Oui, c'est ça, la teinture, c'est quoi du coup? Oui, oui. Teinture naturelle? Oui, tout à fait. Donc avec quel type d'ingrédients Alors, je travaille une partie avec des teintures que j'extrais moi-même à partir des plantes qui poussent à proximité. Par exemple, ça, c'est une plante que j'affectionne particulièrement, c'est le rumex, autrement c'est une mauvaise herbe, mais qui a aussi quand même oui. Lorsqu'on trie la laine, on peut trier pour qu'on puisse avoir les fibres les plus longues et les plus douces dans la partie qui va partir en filature. Donc déjà c'est une étape primordiale à ne pas louper pour avoir une laine qui est plus lisse, plus douce, avec des fibres longues. Parce que plus qu'on serre le fil, plus les fibres vont sortir, ce qui peut chatouiller un peu. Alors que, et puis aussi la grosseur, le diamètre de la fibre. Donc là aussi, ça joue aussi. Après, ça, je sais pas si tu veux tester. Moi, j'adore la laine rustique. Je trouve pas. Moi non plus, celle-là, elle ne cadre pas. C'est rustique en effet. Oui, elle a du corps, elle a du volume. Elle sera, pour tricoter, elle est facile à tricoter. On va pas forcément porter ça sur la peau nue, mais. Est-ce que la teinture a un impact sur la douceur ou pas du tout? Je pense que des fois, ça peut avoir un petit peu d'un impact,
Je travaille très peu avec le fer, par exemple, qu'on peut utiliser pour virer la couleur un petit peu. Et en fonction, différentes laines réagissent différemment. Celle-ci, elle est très résiliente, donc elle se comporte très bien face à cela. Des fois, on peut travailler avec des pigments qui sont très difficiles à vraiment rincer à fond. La Garance ou la cochenille, par exemple, on peut toujours avoir un petit peu de poudre qui reste dedans, qu'on peut sentir, mais qui va partir au fur et à mesure qu'on le travaille ou qu'on le porte. Mais en général, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui transforme la laine en quelque chose d'agréable. Oui. La laine rustique, une laine qu'on peut apprendre à aimer, c'est aussi la vie d'Éline. C'est parfois difficile de rencontrer son public. Ouais, ok. Voilà, il y a certaines laines que j'ai abandonnées parce qu'effectivement ça n'avait pas marché. Il y a certaines laines que je ne vends qu'en salon parce qu'en boutique en ligne, voilà, les gens n'ont pas l'explication, n'ont pas le toucher, donc ont du mal à se projeter. Mais moi, je vois bien, ça rejoint mon chemin de tricoteuse. Moi, j'ai commencé avec des choses très classiques. C'est ça, ouais. Et après, j'ai eu envie d'aller découvrir d'autres choses. Je me suis envie de pousser. Voilà, c'est dur par des laines un peu plus rustiques, plus locales et tout ça. Mais si j'avais commencé à tricoter avec des laines rustiques, peut-être que j'aurais pas persévéré. Ouais. Voilà, je pense que il y a des laines qui permettent d'entrer dans le monde de la teinture indépendante, qui est déjà un monde différent que celui des laines industrielles. Et voilà, chacun son rythme. Mais je pense qu'il faut montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, qui sont tout aussi qualitatives, à la fois en termes de coloris et de durabilité dans le temps. Et c'est à ça que servent les salons, parce que du coup les gens peuvent toucher et se rendre compte qu'en effet c'est hyper doux. Du coup, notamment sur la plume, c'est une laine que j'explique beaucoup en salon. Et souvent les gens ont un coup de cœur, ils ont envie d'essayer. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et est-ce que tu as une base préférée, toi? Alors, difficile de choisir. À teindre, c'est le mérino nylon parce que il y a vraiment, ça marque la couleur de manière très très forte. Ouais. Il y a une base que je trouve géniale, c'est avec le yak parce que c'est une base qui est non blanche et je trouve très sympa de teindre les bases qui sont non blanches. Les couleurs rendent magnifique, je trouve aussi. Voilà. Avec le yak, Il y en a une que je trouve géniale, mais que je déteste teindre. C'est la plume. Mais à tricoter, tu l'aimes. Mais j'adore le rendu et en fait, on peut la tricoter du 3,5 au 6, donc j'ai pas fini d'explorer les possibilités de la laine, mais c'est vrai que elle absorbe vraiment beaucoup d'eau, donc elle est très lourde. Je peux la teindre qu'en toute petite quantité. La palette de coloris disponible, elle est limitée. Donc voilà, c'est un peu un mélange amour-haine pour cette laine. Voilà. La plume. Mais elle me réserve encore des belles surprises, je suis sûre. La couleur dont tu es le plus fière dans ton nuancier? La dernière, Tipsy Love. Et c'est celle qui marche le mieux. Est-ce que tu sais Celle qui plaît le mieux, c'est pas facile à dire. Il y a un peu de tout, parce que je vois, grâce au salon Ch'ti Bazar, là, je vois l'étendue de mon travail, chose que je vois pas d'habitude, parce que c'est la précommande. C'est à peine teint que ça part dans les colis. Et un peu pour tout le monde aussi, j'essaie de penser à tout le monde. Et donc le modèle dont tu es le plus fière, tu peux nous en parler? Le modèle dont je suis le plus fière, c'est pas forcément en termes de résultats esthétiques, parce que j'ai pas encore un stade où je suis extrêmement fière de mon travail. Je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer, mais c'est la signification qu'il porte et à quel point il m'a aidé moi à une période compliquée. Donc c'est les petites chaussettes chiens. Okay. Du coup, est-ce que ça se ressent dans les ventes? C'est quoi qui marche le mieux dans tout ce que tu vends d'ailleurs, au niveau des accessoires et des patrons? Est-ce que tu sais nous dire ce qui marche le mieux? Je pense que les chaussettes, quand même, ça marche. Les patrons, ça marche, ça attire l'œil de suite. Les gens ont très envie de tenter le jacquard ou de faire des petits cadeaux à la famille. Il n'y a pas, je pense pas que mes modèles préférés soient les modèles préférés des gens en général. C'est pas, peut y avoir des effets de mode. Je pense que les gens ont leurs propres animaux préférés, donc forcément le renard, quand même, ça revient souvent. Donc je pense que j'ai bien fait de choisir cet animal préféré. Après, il y a un effet de mode avec l'automne. C'était une saison qui a été très mise en avant, donc ça tombait bien. Mais à tout moment, d'ici 2-3 ans, c'est l'été qui plaira et je serai plus sur les coups. Mais non, je pense que les gens, c'est l'achat coup de cœur. Ça parle avec leur histoire, avec leur goût, et c'est là qu'ils vont. Il y a quand même pas mal une diversité. Mais... Si, les champignons. Ah ouais.
Ouais, valeur sûre. Okay, les champignons, ça marche. Les gens, quasiment tout le monde aime les champignons. Trop bien. Voilà. Est-ce que tu as un encours que tu as pris avec toi? Oui, il y a un encours que je rentrerai pas parce que ça fait des jours que je travaille dessus et que c'est toujours pas bien, que j'aime toujours pas. J'ai changé plein de fois les couleurs et ça marche pas. Bon. T'as quoi sur tes aiguilles en ce moment? Je viens de finir le gilet Luz en moire. Je viens de faire une chaussette cœur de Charleston. Ok, ouais. Je suis en train de faire une chaussette lavande. Ah ouais, oui, ok. Voilà. Pas mal de choses. C'est multi en cours un peu. Oui, j'essaie de. Quand j'ai un projet, je le lâche pas, mais sinon j'ai toujours une paire de chaussettes. Ouais, souvent, ouais. Les idées elles fusent, mais pour ça j'essaie d'aller assez vite quand j'ai un gros projet. Tu le disais, t'as de moins en moins de temps pour tricoter. Est-ce que t'as toujours autant l'amour du tricot quand même? Toujours, ouais. Toujours, mais j'ai une liste Ravelry qui est voilà, quand tu fais un salon, ça t'en rajoute encore un petit peu. Il est pas ton petit peu. Moi après, je suis entourée aussi de personnes qui sont géniales, qui sont adorables. Ouais. Et souvent je leur demande aussi et elles tricotent pour moi. Tu vois, enfin, on fait un échange de bons procédés. Mais quand t'es aussi, il faut être réaliste. Hein, quand t'es sur des périodes de préparation de salon où tu t'es dans la laine à longueur de journée, bah arrivé le soir, t'as pas forcément envie de tricoter. Ouais. Est-ce que tu as pris avec toi de quoi tricoter? Oui, et j'ai laissé ça dans mon Airbnb. Donc vous ne verrez rien. Voilà, j'ai une chaussette en cours. Et tu sais c'est quoi le modèle? C'est un modèle que j'ai inventé. Ah ok, d'accord. Ta recette de chaussettes. C'est ma recette de chaussettes avec un petit motif. Voilà, je m'essaye à imaginer les choses et à essayer d'aller au bout. Voilà. Là, je suis pas encore au bout de la chaussette. Mais peut-être que d'ici quelques temps, j'arriverai. Alors en ce moment, je fais le pull Andelion de Sophie Oshera. Le jacquard à 3 couleurs. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est. J'ai fait partie de son équipe de testeuses, mais j'étais donc j'ai pu contribuer tout ça, mais j'ai pas encore fini. Le modèle il est lancé depuis un moment. Oui, il est costaud et là ça a l'air vraiment. J'ai très hâte de finir. Il me reste que ça. Ça va, c'est bon. Je suis. Mais ces derniers mois ont été un peu trop chargés malheureusement. Et moi j'ai pris le mien pour la soirée tricot ce soir parce que faut pas oublier qu'après il y a une grosse soirée. C'est pas que le festival et du coup ce sera le moment de tricoter. Et je suis en train de faire, c'est un futur patron qui va sortir, c'est une petite barboteuse en coton cachemire, donc une de mes bases qui va sortir pour cet été. Dans la taille de ma fille, donc effectivement c'est pas pour moi, on pourra le remarquer. Mais là je suis sur une mer de jersey, donc je me suis dit c'est parfait pour ce soir pour la soirée tricot. Et Mélanie, tu as rien pris? Non, moi je l'ai pris pour ce soir, comme je sais même pas si je vais avoir le temps de le faire, mais j'ai pris un petit peu de crochet. J'ai pris un petit peu de crochet, mais je le montrerai pas ici. C'est une surprise pour les prochaines. Pareil, c'est pour les prochaines box. On essaye de pas perdre trop de temps non plus, donc dès qu'on a un petit moment, on se fait quelques mailles, mais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce petit aperçu des procédés, des démarches des créatrices vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé des autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, parce que là c'était un petit peu un hors-série. On va se retrouver très très vite pour un nouveau thème autour du tricot. J'ai hâte de lire vos commentaires et d'y répondre, et je vous dis à bientôt.